Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 25 octobre et à la une de ce journal, la venue d'Emmanuel Macron a rimé avec l'intensification de la bataille pour les municipales. Certains n'ont pas hésité à accuser le chef de l'État d'être venu faire campagne pour ses proches. Ce matin, nous recevions l'un de ses anciens soutiens, aujourd'hui très critique envers la politique d'Emmanuel Macron. Nadjim Hamada se présente en effet dans une liste à Mamoudzou contre le maire sortant Mohamed Majani. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumanet. Soutien d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Aujourd'hui, Nadjim Hamada est très critique vis-à-vis de la politique menée localement par le gouvernement. Selon lui, le président a d'ailleurs joué les illusionnistes durant ses 24 heures de visite. Il nous a jeté un peu de poudre de perlimpinpin parce que malheureusement, le rendez-vous présidentiel c'est pas, comment dire, on n'a pas eu ce qu'on attendait. Ah, il a bien dit la piste longue. J'y viens, monsieur le président. Ouais. J'y viens parce que, en fait, on s'est fait piéger dans le sens où le président il est rentré dans notre propre piège. Puisque le discours qu'on attend depuis des années, c'est la piste longue, l'immigration, la piste longue et l'immigration. Et donc le président, il est venu dans sa séquence, il a parlé que de ça, malheureusement. Alors que il est passé à côté de ce qui plombe ce territoire, c'est-à-dire le chômage des jeunes, l'emploi, l'insertion, et ainsi de suite. Quand il est passé à La Réunion, vous avez sans doute suivi, il a lancé un plan pétrole avec 700 millions d'euros pour aider les jeunes à avoir un emploi, à s'insérer. Ici, rien. Pourtant, on a le plus fort taux de chômage de France. S'il veut croire aux promesses, notamment sur la piste longue, Nadjim Hamada se veut néanmoins méfiant, pour ne pas dire sceptique, quant à la date du premier coup de pelle. La volonté politique n'y est pas, on nous l'a promis, je l'avais rappelé à plusieurs reprises, plusieurs présidents ont fait des promesses en ce sens-là. Je me souviens d'une photo de Mansour Kamardine et Chirac avec la photo de la fameuse piste longue, et finalement, cette piste longue, on n'y voit toujours pas le jour. Donc, faisons confiance, pourquoi pas, mais la devise des Mahorais, c'est toujours être vigilant, il faut être vigilant. Et je crains finalement que, comme ici, on a tendance à vouloir se battre, chacun tirer la couverture vers soi, que chacun va vouloir s'approprier, être le parent ou le père de cette piste longue, que finalement, ces tiraillements des élus fassent que ça capote. Autre critique et non des moindres, la politique de l'État qui tendrait à recentraliser les pouvoirs et ainsi remettre en cause l'essence même d'un département. Sur le port, on nous dit que le président, enfin le gouvernement ou l'État va entrer dans la gouvernance du port. C'est ce qui a été dit. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va enlever à Mayotte, au département, la gestion de ce port. Pourtant, c'est l'outil qui permet à ce territoire de rentrer de l'argent. Ah oui, c'est le poumon économique. C'est l'outil. Donc on va enlever, déjà on enlève la CIM, on enlève le SIAM, on a enlevé le SMIAM, on enlève toutes les compétences ou toutes les entités où l'État, le territoire pourra engranger de l'argent pour les donner à l'État. On est dans une phase de recentralisation, alors que la philosophie nationale, c'est la décentralisation. C'est regrettable. Emmanuel Macron a été accusé de venir faire campagne pour le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani. Lors des municipales de 2020, Nadjim Hamada, actuel conseiller municipal, fera partie de la liste Progrès pour tous, qui a pour tête de liste Jacques-Martial Henry. Autant dire que la bataille est plus que jamais lancée après cette visite du chef de l'État. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Salim Naouda, le premier vice-président de l'association collective des citoyens de Mayotte. Salim, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, vous avez suivi de près cette visite présidentielle. D'abord, j'aimerais que vous réagissiez sur les propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nadjim Hamada, qui explique que finalement, il a répondu aux attentes qui faisaient le plus de bruit, la piste longue et l'immigration? Non, mais déjà, on ne partage pas la même vision par rapport aux annonces qui sont faites, tout simplement parce que il y a des annonces. Pour nous, il ne s'agit là que des annonces et non des réponses. Donc, si eux, ils considèrent que ce sont des réponses, pour le collectif des citoyens de Mayotte que nous sommes, on n'a pas encore eu des réponses parce que ils ont annoncé, disons, la piste longue. Mais comment allons-nous construire cette piste longue? Quelles sont les échéances? Même s'il a donné qu'on va avoir 18 mois. Mais 18 mois, c'est pas 18 mois pour prendre une décision de construction ou pas. Mais c'est 18 mois
d'une nouvelle étude. Mais il n'a jamais dit qu'après 18 mois, on commence la construction. Et ça, tout le monde devrait le retenir. Et puis, côté politique, nous, on leur laisse avec leur politique, mais tant que nous n'avons pas la première pioche, commencer les travaux de la construction de la piste longue à Mayotte, je pense, le collectif dont je suis le premier vice-président, on ne croira pas parce qu'on a tellement entendu des annonces politiques, politiciennes dans ce département, et donc on se méfie énormément. Voilà, c'est ça notre position. Et puis concernant les autres annonces, quand il a annoncé, parce que j'étais ravi quand il a commencé à parler de la retraite, les petites retraites. Effectivement, il a dit que c'était le premier alignement. Voilà, je pensais qu'il allait nous dire, parce que c'est la demande que nous avons. D'ailleurs, je reprendrai, c'est les propos qu'avait tenus la députée Ramlati, que la décision qui a été prise au niveau national de 1 000 € allait s'appliquer à Mayotte. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été dit par le président de la République dans ce département. Il n'a même pas eu le courage d'afficher un minimum retraite, contrairement à ce qui est déjà appliqué, un minimum retraite qui devrait être supérieur à l'ASPA qui est appliqué aujourd'hui. Donc, pour nous, il n'y a pas de réponse parce qu'il renvoie encore, une fois de plus, la discussion entre les partenaires sociaux. Alors que les partenaires sociaux n'ont pas les moyens de décision sur la modification d'un décret, les décrets de 2010, ni l'ordonnance de 2011. Il s'agit là d'un travail qui doit être fait par les parlementaires et aussi une décision du gouvernement et du chef de l'État. Malheureusement, on n'a pas eu des avancées là-dessus. Justement, sur le rattrapage social, Salim Naouda, vous êtes aussi syndicaliste. Il a quand même expliqué qu'on allait aller plus vite sans donner effectivement vraiment d'échéancier. Du côté du département, on parle de 2022, 2025 pour l'alignement général à tous les niveaux, notamment du Code de la sécurité sociale. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant, cette demande qui aussi finalement est relayée par les élus? C'est bien que les élus entendent la voix du peuple mahorais. Parce que s'ils n'entendaient pas, malheureusement, ce n'est pas tous qui entendent la voix du peuple, mais s'il y a certains qui entendent la voix du peuple mahorais, déjà c'est une bonne chose. Parce que sans la population, ils ne seront pas à la place où ils sont aujourd'hui. Par contre, il faut que ça soit effectivement suivi des faits et qu'il y ait des réponses au final. Parce que quand on nous parle d'un rattrapage progressif des droits sociaux, alors que Mayotte est française depuis 1841, pendant que les autres attendaient, nous on attendait aussi. Donc je ne comprendrai pas qu'aujourd'hui que Mayotte est département depuis 2011, on nous dise d'attendre encore. Donc il faut qu'on aille plus vite et peut-être les employeurs diront mais nous qu'est-ce qu'on deviendra? Mais je pense, je peux peut-être me tromper, mais je crois que tous les marchés qui sont attribués, ils sont répondus en fonction de la situation sociale, en fonction de la situation dans le département. Donc, le moment venu, si il y a alignement, les entreprises aligneront aussi leur marché par rapport à ce qui peut se trouver dans un autre département. Et je dirais même, aujourd'hui, dans notre département, il y a des marges pour certaines entreprises qui sont énormes par rapport à d'autres entreprises qui sont dans d'autres départements. Donc, ce n'est nullement pas une raison essayer de bloquer en permanence l'évolution sociale de ces départements sous prétexte que les entreprises ne pourront pas suivre. Parlons aussi de ce qui s'est passé avec le collectif. Vous n'avez pas vraiment pu montrer votre colère ou en tout cas vos revendications, vos pancartes au chef de l'État. Ça, on imagine que c'est quelque chose qui pourrait se transformer en rancœur finalement pour les membres de l'association parce que j'imagine que vous avez aujourd'hui l'impression qu'il ne vous a pas écouté, qu'il n'a pas voulu vous entendre. Mais déjà, nous, on tient juste à condamner fermement la politique qui a été menée ce jour-là, la politique macroniste qui a été menée ce jour-là, parce que d'une manière pacifique, on peut prendre l'exemple de Estelle Youssoufa. On l'a laissé passer sur le premier barrage, le premier filtre. On l'a laissé passer. Et arrivé à l'intérieur, on l'intercepte. Et puis, mani militari, on l'a fait sortir de l'enceinte où allait se trouver le président de la République pour son discours, alors que Estelle était partie là-bas pour écouter le discours du président de la République, pour pouvoir par la suite construire comment nous allons construire nos revendications dans ce département. On lui a refusé cette possibilité. Et puis, on l'a enfermé pendant je ne sais combien de temps, gratuitement. Et c'est quelque chose qu'au niveau du collectif, et je pense
la majorité de la population de Mayotte condamne avec toutes les fermetés. Et puis après, sur le plateau de votre confrère ou consoeur Mayotte Première, la manière où la maire de Chirengui a traité Estelle Youssoufa, nous condamnons aussi cette manière parce que Mayotte a dépassé cette situation de clivage. Et puis pour comprendre, moi je suis salarié de l'électricité de Mayotte. Le père de Estelle Youssoufa était aussi salarié de l'électricité de Mayotte. Le père de Estelle Youssoufa est de Mamoudzou. Il est né à Mayotte. Il a fait ses études. Dieu merci, parce qu'à chaque fois on nous critique qu'on n'a pas de l'ingénierie. Lui, il l'avait. C'est la raison pour laquelle il était parti dans l'armée. Il a épousé une Française. Alors que Mayotte se bat pour être français, et aujourd'hui on insulte la fille d'une Française et d'un Français de Mayotte. Salim Naouda, vous n'avez pas l'impression que justement, puis, aujourd'hui, non, mais pour finir tout simplement, que les uns et les autres sont en train de se tirailler et de ne pas aller dans le même sens. Pour finir dans cette histoire-là, je tiens à dire tout simplement que la population de la commune de Chirengui a vu aujourd'hui le vrai visage de leur maire. Salim Naouda, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, on le voit aujourd'hui, il y a deux collectifs, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, mais on a l'impression de manière individuelle. Le collectif, à un temps, effectivement, était à l'origine de la grève générale. Il y avait cette union pendant la grève générale, et aujourd'hui, on a l'impression que ça y est, tout a explosé, et que ce soit les élus, que ce soit les différents collectifs, plus personne n'arrive à aller dans le même sens. Et est-ce que c'est pas ça aussi le problème et le message envoyé au président de la République en disant nous ne sommes pas unis lorsqu'on demande des choses? Je peux vous faire une confidence. Pendant le mouvement de grève de 2018, les choses n'ont jamais été simples pour nous les autres. Mais il y avait une façade qui faisait que... Voilà, c'est la façade parce qu'on a toujours voulu garder l'unité jusqu'au bout. Et même à l'intérieur, ces personnes qui se sont trouvées dans un autre collectif nous ont acceptés, mais d'une manière amère. Aujourd'hui, nous voulons continuer le combat que nous avons initié. D'ailleurs, avant même qu'il y ait ce combat, ils sont venus chercher les syndicats. Et après, dans les discussions, ils ne voulaient pas que les syndicats y soient. C'est bizarre. Ces mêmes personnes ne voulaient pas que les syndicats participent dans les négociations ni dans les discussions en 2018. On a fait forcing. Je n'en sais rien. Il y a peut-être des intérêts que les syndicats ne défendent pas comme eux, des intérêts personnels ou de clivage que les syndicats ne les défendaient pas. Et donc, on s'est trouvé dans des situations très difficiles. Je me suis fait agresser, si vous voulez le savoir, sur le barrage de Chirengui avec une partie des collectifs. Je me suis fait bloquer à Tsararanou avec des membres du collectif, avec toutes les rumeurs qui circulaient. Donc, comment peut-on continuer à travailler avec des gens comme ça? Nous avons tendu la main à plusieurs reprises pour qu'on puisse continuer à travailler. Malheureusement, il y a eu une divergence. Tant pis pour la divergence, mais par contre, ce que je veux dire, il faut qu'on aille, même si on peut avoir plusieurs organisations, parce que là, il ne s'agit là que des organisations, et on peut avoir plusieurs organisations, mais si on est censé défendre l'intérêt du département, à un moment, on arrivera à s'unir. C'est aussi la situation, on peut dire, il y a plusieurs organisations syndicales, mais nous arrivons parfois à avoir de l'intersyndical pour un objectif commun. Donc j'espère qu'à un moment, il y aura pour un objectif commun un rassemblement des collectifs pour aller dans un sens pour l'intérêt général. Parlons un dernier mot pour conclure. Sans qu'il y ait des accusations mensongères et calomnieuses. Parlons un dernier mot pour conclure. Parlons de ce qu'a aussi évoqué Nadjima Hamada, cette recentralisation. Vous le voyez comme ça. Estelle Youssoufa, la présidente de l'association, l'a dit. Effectivement, il y a une logique de recentralisation. Est-ce que vous, ça vous fait peur, notamment sur le port, un dossier que vous connaissez bien? Pour le port, ce n'est pas une question de recentralisation. Il ne s'agit pas là d'une recentralisation. Il s'agit juste d'une modification de gouvernance que nous, on l'appelle de tous nos voeux. Un grand port maritime. Qu'on soit un grand port maritime comme dans les autres départements d'outre-mer. Parce que si l'État investit quelque part, ce n'est pas pour des intérêts privés. Alors que si c'est un privé, il faut qu'il y ait des dividendes, il faut qu'il y ait des bénéfices immédiatement et des rentes auxquelles ce sont les consommateurs qui doivent faire face. Donc c'est de ça que nous avons combattu depuis 2014. C'est le cas pour le SIAM. Et c'est pour le SIAM, effectivement,
Nous nous battons parce que nous ne voulons pas que ce soit une DSP qui gère l'eau et l'assainissement, parce qu'il s'agit là des services publics. Donc, si c'est un public qui travaille avec un public, pourquoi pas? Mais c'est là les conditions de travail qui doivent être bien définies. Un dernier mot, vraiment rapidement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, pour le collectif? Qu'est-ce que vous allez faire? J'imagine que vous allez vous organiser et puis peut-être réfléchir aux prochains combats. Et quels sont-ils, justement? De toute façon, il y a tellement de combats à mener dans ce département. Même les annonces qui sont faites par le président de la République, cela ne veut pas dire qu'on les a déjà gagnés. Donc nous allons continuer notre combat pour la concrétisation de ces propos qui sont avancés par le président de la République. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire on va construire un deuxième hôpital à Mayotte sans parler de l'application du Code de la sécurité sociale et à Caen, sans parler de la mise en place à Mayotte de l'AME, l'aide médicale de l'État, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est la part réservée aux assurés sociaux versés à l'hôpital qui sert aussi pour couvrir le manque de l'AME dans notre département. Donc tous ces volets-là, on va continuer à les suivre. Et puis après, nous continuons à nous défendre ici et ailleurs pour qu'il n'y ait plus une revendication de Mayotte comorienne. Ça n'a jamais existé et ça ne doit jamais exister et nous continuerons à le dire. Parce qu'en 1841, Mayotte était française avant les autres îles comoriennes. Les autres sont venus après. Il y a eu, certes, le colon qui nous a réunis, mais si les Comoriens étaient honnêtes et s'ils refusaient réellement la colonisation, ils auraient aussi refusé de parler de Mayotte après 75, alors qu'il y a eu Mayotte avant 75 qui n'a jamais été comorienne. Donc il faut qu'ils soient honnêtes intellectuellement eux aussi. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir accepté notre invitation. Et vous reviendrez bien sûr sur ce plateau pour parler des prochains combats du collectif. Merci à vous. Et en attendant la piste longue, un grand projet va voir le jour dans les prochains mois. Caribus, le chantier a débuté, mais depuis quelques semaines, des voix s'élèvent pour dénoncer les conséquences de ce projet. Ce matin, nous recevions sur notre plateau la personne en charge de Caribus. Il a ainsi pu revenir sur la polémique et sur les bienfaits de ce futur service de bus interurbain. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Coésie. Comment peuvent-ils dire qu'ils vont être obligés de fermer? D'abord, nous avons conçu un projet qui répond exactement aux enjeux du développement économique de ce territoire et notamment du Grand Mamoudzou. Pour information, nous venons de recevoir le rapport de la commission, enfin des commissaires enquêteurs par rapport à l'enquête publique et l'avis est favorable. Donc vous voyez, nous on travaille sur un dossier sérieux. On est entouré. Sur ce projet, il n'y a pas un manque d'ingénierie. On a un mandataire qui agit au nom et pour le compte de l'Académa. On a une maîtrise d'œuvre générale qui travaille sur les études d'aménagement et des équipements relatifs au projet Caribus et qui accompagnera également les entreprises qui devront travailler pour réaliser les aménagements. Les acteurs économiques s'inquiètent effectivement parce que Kaweni c'est le poumon économique du développement de Mayotte avec à Longoni, mais tout a été réfléchi, tout a été bien étudié de manière à ce que ce secteur soit desservi et continue à fonctionner. Alors pourquoi ils s'inquiètent? Est-ce que vous avez assez communiqué, Mohamed? Est-ce que vous avez assez rencontré les gens? Bien sûr qu'on a communiqué. Oui. On les a reçus, on les a accueillis à l'Académa. On a longuement échangé sur le projet. Ils s'interrogent. Ça c'est normal. Même ma mère s'interroge par rapport aux travaux parce que sa maison est impactée. Et ouvrons maintenant une page prise en charge des mineurs. Ce matin, un temps d'échange était organisé au sein des locaux de la DJSCS. En effet, le SPIP fête ses 20 ans aujourd'hui. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pu à cette occasion réunir tous ses partenaires pour échanger sur son travail, mais également sur les difficultés auxquelles il fait face. Paul-Arthur Avit a pris part aux sobres festivités. Reportage. Du haut de ses 20 ans d'existence en métropole et 14 sur l'île aux Parfums, le service pénitentiaire d'insertion et de probation accompagne près de 1000 personnes, dont 327 incarcérés au centre pénitentiaire de Magicavo. Son but, aider les personnes incarcérées ou en milieu ouvert condamnées par la justice à se réinsérer et à sortir de la délinquance. Des actions individuelles mais aussi collectives.
Nous avons des suivis, nous avons mis en place des actions collectives. Nous suivons les personnes individuelles, mais nous les suivons aussi dans des actions collectives. C'est-à-dire que nous mettons en place des programmes. Ça peut être des programmes de prévention de la récidive, ça peut être aussi des parcours de peine, ça peut être aussi des actions qui sont faites en détention, que ça soit au niveau culturel, au niveau scolaire. Et ces personnes sont prises en charge individuellement, mais aussi sur un plan collectif. En mars 2020, la réforme de la justice va amplifier le travail des SPIP. En effet, avec près de 1000 dossiers à traiter et 8 personnes pour le faire, le service est quasiment saturé. Un problème dû au manque de moyens mis en place pour ce service. Lorsqu'il y a une nouvelle loi, il faut que ce soit accompagné de moyens pour pouvoir recruter notamment des CPIP, augmenter les effectifs au sein du SPIP qui sont actuellement en sous-effectif, ont beaucoup de mesures à suivre, à gérer. En détention par exemple, actuellement ils sont 2 CPIP pour toutes les personnes en détention, ce qui est insuffisant. Donc évidemment qu'on attend plus de moyens et des recrutements en tout cas plus importants. Pour combler ce manque, l'État compte d'ici 2022 créer près de 1500 postes sur le territoire pour renforcer les équipes des SPIP et faire diminuer le nombre de dossiers traités par personne. Reste à savoir maintenant combien de postes seront alloués aux SPIP de Mayotte. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'application DomTom Citoyen ou encore un nouvel épisode de Grande Marée la semaine prochaine. Au montage, Leslie Vimenet. Suite aux risques sismiques à Mayotte et aux grèves contre l'insécurité qui ont rythmé l'année 2018, la start-up mahoraise Solupro a lancé son application mobile gratuite d'alerte géolocalisée. Après Mayotte, l'application DomTom Citoyen a été étendue à l'ensemble des Outre-mer. Elle permet d'alerter ses proches en cas de danger et d'être géolocalisée lors d'une situation d'urgence, risque majeur, catastrophe naturelle, insécurité, grâce à sa fonctionnalité SOS. En un clic, la personne est ensuite mise en relation téléphonique avec les services de secours 17, 18, 15 et peut envoyer une notification contenant sa géolocalisation à ses contacts d'urgence pour qu'ils puissent lui venir en aide. Elle propose en parallèle différents dispositifs d'alerte à distance, porte-clés, montres, permettant de lancer un SOS sans téléphone mobile à proximité. Le dispositif est capable de réceptionner les appels entrants des contacts d'urgence. L'application est d'ores et déjà disponible. Un nouvel épisode de Grande Marée est attendu du 28 au 31 octobre 2019. Le préfet de Mayotte mobilise donc à nouveau les acteurs institutionnels dont les maires concernés afin d'identifier les points sensibles et d'inviter l'ensemble des partenaires à définir les mesures qui seront prises à l'occasion des marées. Des bulletins quotidiens seront diffusés jusqu'au 31 octobre. La préfecture rappelle à la population qu'en cas de grande marée, il convient de se tenir au courant du niveau des marées et de l'évolution de la situation météorologique. Mieux vaut limiter les déplacements en bord de mer et circuler avec précaution. Sur le littoral ou sur les plages, surveillez attentivement les enfants. Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux, coupez l'électricité, l'eau et fermez les bouteilles de gaz. Préparez votre kit d'urgence et si nécessaire, évacuez vos habitations et gagnez les lieux d'accueil prévus par votre mairie. Le conseil départemental vient de doter la population de Mtsahara d'un réémetteur spécifique TNT permettant d'améliorer la réception de la télévision numérique dans le village. Le programme de la transition à la télé numérique pour les ultramarins en 2010 a été l'occasion pour Mayotte de bénéficier d'une couverture gratuite de la TNT sur près de 98% du territoire selon le CSA. Mais toute la population n'a pas bénéficié de cette couverture, à l'instar du canton de Mtsamboro, où près de 2900 habitants situés à Mtsahara ne disposaient pas de l'accès à la TNT gratuite du fait de la situation géographique très enclavée du village. L'implantation d'un pylône en 2018 par la société TDF a rendu possible cette couverture. Le conseil départemental se félicite de cette avancée pour la population mahoraise. Le coût de ce dispositif représente un montant de 100 000 €, dont 47 800 € au titre de l'acquisition et du déploiement des équipements. Le reste en maintenance et hébergement pour 5 ans. La protection des mineurs est un thème primordial sur ce territoire où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Chaque année, plusieurs centaines de mineurs se font représenter au tribunal en tant que victimes d'infractions. Pour défendre leurs droits, ils doivent pouvoir compter sur un porte-parole et protecteur, l'administrateur ad hoc. Cette fonction méconnue du grand public fait défaut localement. Nous avons tenté de savoir quelles sont les actions déployées pour sensibiliser à ce rôle essentiel ou encore quelles conditions sont nécessaires pour devenir administrateur ad hoc. Un reportage signé Marion Tellier.
Alors qu'en ce moment même, les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant sont célébrés par de nombreuses actions, rencontres et animations menées partout sur le territoire, c'est au tour du Conseil départemental de l'accès au droit d'agir pour la protection des mineurs. Ce dernier vient d'éditer une plaquette informative sur le besoin d'administrateurs ad hoc sur le territoire, une fonction peu connue du grand public, ici exercée par seulement 6 personnes physiques et morales, désignées au pénal comme au civil. On a une jeunesse extrêmement importante, ne serait-ce que quantitativement à Mayotte. Et il est important, en tout cas pour nous, d'avoir un maximum d'administrateurs ad hoc, en tout cas d'avoir une liste confortable, d'avoir un nombre important d'administrateurs ad hoc pour pouvoir assurer l'ensemble des désignations que nous ferions. Donc voilà, pas de pénurie, mais en tout cas un besoin toujours important d'administrateurs ad hoc à Mayotte, partout en France, mais particulièrement à Mayotte. Plus qu'un acteur de la sphère purement juridique, l'administrateur ad hoc exerce également un rôle social au service de l'enfant. Il devient alors au cours d'une instance le représentant légal du mineur, chargé de recevoir sa parole pour ensuite la traduire en stratégie de défense. Une mission qu'il assure dans des contextes bien définis. Soit on est dans une situation, on va dire, un petit peu de carence éducative où un parent ou un représentant légal de manière plus générale ne souhaite pas forcément assister son enfant dans le cadre d'une procédure pénale, en tout cas de reconnaître sa qualité de victime et faire d'éventuelles demandes au soutien de cette qualité. Donc là, on va, pour assurer la protection justement de l'enfant, assurer la préservation de ses droits, désigner un administrateur ad hoc qui vient compléter un petit peu la carence du représentant légal. Et puis la deuxième situation, c'est lorsqu'on va dire il y a un conflit d'intérêts de fait, lorsque par exemple le représentant légal est lui-même l'auteur de l'infraction à l'égard de l'enfant. Des faits qui se déroulent dans le cercle familial, un phénomène très fréquent sur l'île. En effet, sur les 224 mineurs représentés par l'association Mlési Maoré en 2018, près d'1 sur 2 subissait une infraction commise par un parent. Des chiffres inquiétants qui témoignent des enjeux de la protection des mineurs sur le territoire et de l'importance de recruter des porte-paroles pour ces enfants. Concernant les conditions pour remplir la fonction d'administrateur ad hoc, le postulant doit être âgé d'au moins 30 ans, avoir une certaine expérience dans le domaine de l'enfance, résider dans le département et ne doit faire l'objet d'aucune condamnation ou sanction disciplinaire. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.